Bon, merci beaucoup. Ça pose vraiment le cadre de la discussion. Voilà, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions, donc je vais vous donner la parole. Je me présente, je m'appelle Fall Amadou, origine de la Mauritanie, entré en France depuis le 10 janvier 2012. Et bon, voilà, j'habite dans le 10e arrondissement, 2-4 rue de l'Échiquier, et j'ai une profession comme l'agroalimentaire. J'ai une question à vous poser, et est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, comment peut-on évoluer scientifiquement ou par les matériels, que ce soit des matériels ou autres. Merci. C'est un peu ce que je vous disais au début. On se repose sur des études scientifiques. Il y a des équipes de recherche qui font des travaux, d'abord de recherche universitaire, des recherches académiques, et puis après on passe à une phase de pratique, de mise en pratique. Et quand on est dans le monde de la santé, on est réellement dans de l'application. Et entre la théorie et la pratique, il peut y avoir beaucoup de différences. Et donc, ce qui nous paraît important, c'est de pouvoir apprécier l'impact des nouvelles techniques, des nouvelles thérapeutiques, des nouveaux médicaments en vie réelle. Et évaluer en vie réelle ce que avait été proposé à partir d'études et de recommandations qui étaient scientifiques et théoriques. Donc, la première idée, c'est que, et ça confirme un peu l'interview, la dernière interview, c'est qu'on peut tout évaluer, il faut tout évaluer. Et la première raison, à mon avis, convaincante que vous avez citée, c'est que c'est une exigence du public et que l'évaluation est un jugement à prétention objective qui donc permet de lutter contre l'arbitraire, contre l'inégalité, l'injustice. Donc ça, c'est très clair. Mais alors moi, j'aurais plusieurs questions à poser. Alors si on part de l'idée que le problème n'est pas l'évaluation, quel est le problème aujourd'hui avec l'évaluation? Voilà, c'est une question qu'on peut poser. Et si il y a un glissement vers... comment dire ça? Si jusque-là, on a évalué des compétences et, comme vous l'avez dit, on évalue aujourd'hui des résultats, est-ce qu'il n'y a pas toujours une tendance de l'évaluation à standardiser les pratiques, c'est-à-dire à plutôt aller vers une évaluation qui viendrait du haut et qui s'appliquerait vers le bas, parce que tout simplement c'est peut-être plus simple, ça prend peut-être moins de temps, c'est peut-être plus automatique. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance inhérente à l'évaluation à être descendante? Voilà, ça c'est une première question. Et puis j'en aurai une deuxième sur l'auto-évaluation. Alors moi je me demande ce que c'est que l'auto-évaluation. À mon avis, ça peut être deux choses. L'auto-évaluation, c'est soit les personnes elles-mêmes qui s'évaluent, donc ça c'est une première version, et qui appliquent une grille d'évaluation extérieure. Mais l'auto-évaluation, ça peut être aussi que les personnes participent à l'élaboration des critères de leur évaluation. Et dans ce cas-là, on a quelque chose d'assez différent. Donc je ne sais pas laquelle vous ciblez. Voilà. Merci. Pour répondre à la première partie de la première question, parce qu'il y a beaucoup de questions, ce qui manque pour évaluer aujourd'hui, c'est des données. C'est-à-dire que on n'a pas de système d'information performant santé en France. Voilà, il n'y en a pas. Donc, quand on va évaluer des résultats, même des actes, des pratiques, on est obligé, la plupart du temps, de recourir au dossier médical et de le faire avec une saisie manuelle. Et c'est ça qui nous manque pour avoir une évaluation au sens populationnel du terme, qu'un certain nombre d'autres pays ont en place et qui leur permettent. Donc ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est des outils de recueil de données. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le caractère normatif des pratiques. Il y a deux choses. Il y a une première chose, oui, bien sûr, il y a une volonté d'avoir un caractère normatif, et notamment normatif pour éliminer les mauvaises pratiques. Donc ça paraît extrêmement important, que l'écart par rapport à la pratique dite
de la règle de l'art soit le plus réduit possible. On ne va pas emmener tout le monde au même endroit, mais qu'on va essayer de déplacer la courbe de Gauss, puisque quand on analyse des pratiques, quelle que soit la pratique qu'on analyse, la répartition de la manière dont les professionnels ou les équipes ou les établissements fonctionnent, c'est toujours une courbe gaussienne comme ça, avec, on voit la moyenne, et puis si on voit la pratique, l'écart à la pratique, et voilà. L'objectif de l'évaluation, c'est pas de mettre tout le monde sur la même ligne. L'objectif de l'évaluation, c'est on va essayer de tirer l'ensemble de la courbe vers la qualité. C'est-à-dire, on sait qu'on ne va pas normaliser. D'abord, c'est inimaginable, on sait qu'on ne va pas normaliser. Et tous les processus de normalisation, ça se fait dans l'industrie, ça. Et heureusement que dans l'industrie, il y a des processus de normalisation. Quand vous achetez une voiture, elles sont toutes pareilles, elles sont toutes passées au banc. Voilà. Mais on sait que les hommes, les humains, les machines, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des robots, et que ça doit être extrêmement contextualisé. J'en voudrais pour preuve que quand on construit un certain nombre d'indicateurs, on corrige, on pondère ces indicateurs notamment en fonction de la population. Si je prends par exemple un exemple concret sur les césariennes, quand on va appliquer, on trouve qu'on fait trop de césariennes, bon peut-être, donc on va calculer dans les établissements le pourcentage de césariennes qui a été fait, des femmes à terme en dehors. Eh bien, le taux de comparaison, ça ne va pas être un taux absolu, tant de césariennes en France, dans quel que soit l'établissement. Le taux, il est pondéré par rapport au taux de césarienne attendu, le taux de césarienne attendu étant lui-même calculé en fonction des caractéristiques sociologiques de la population de référence de l'établissement où il se trouve. Il n'y aura pas le même taux de césarienne si on est dans une banlieue difficile, avec beaucoup de population en difficulté, où là on sait que le taux de césarienne va être plus élevé. Donc on le pondère. Donc l'objectif n'est pas de normaliser, mais l'objectif est bien de constater les écarts par rapport à la règle, qui sont toujours dans le sens de la défaveur de la prise en charge pour le patient. C'est cela qui nous intéresse, et essayer de corriger cela. Voilà. La dernière question, je crois, sur évaluation, auto-évaluation. Comment on procède d'une auto-évaluation ? On utilise soit un référentiel qui existe, qui a été fait par les structures professionnelles, par la Haute Autorité de Santé, par je ne sais pas qui, et puis on passe sa pratique au filtre de ce référentiel. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a d'autres processus qui consistent à faire soi-même son référentiel. Et notamment, quand on rentre, alors ça ne se passe pas énormément dans les établissements hospitaliers, mais ça se passe beaucoup dans les équipes pluriprofessionnelles de soins primaires, les gens qui travaillent ensemble dans une unité, médecins, pharmaciens, infirmières, kinés, voire travailleurs sociaux. Et donc, ils ont des problématiques particulières liées à leur patientèle, et ils vont prendre un sujet, et ils vont se concerter ensemble, et ils vont faire leur référentiel d'évaluation sur des sujets précis dans leur équipe pour apprécier effectivement au regard des besoins spécifiques de cette équipe et de la population qui correspond à cette équipe. Et ça, ce processus qu'on peut appeler aussi de protocolarisation, des protocoles pluriprofessionnels, ça peut s'appeler aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement pédagogique et qui est fortement chargé d'amélioration des pratiques à une condition. C'est quand même d'avoir une référence à l'état de l'art. On ne peut pas, si vous mettez des gens qui n'ont aucune référence et qui font un référentiel, on ne sait pas ce qui va en sortir. Il va y avoir un travail collectif extrêmement intéressant, c'est sûr, mais on ne sait pas ce qui va en sortir. Donc il faut quand même une référence à l'état de l'art. Mais ce processus d'auto-évaluation qui peut être fait, alors, le faire tout seul, ça devient difficile. C'est plutôt un processus qu'on fait en équipe, et c'est le processus qu'on veut promouvoir au sein des équipes pluriprofessionnelles, notamment en soins primaires. Bonjour, Jérôme Perrin, je gère des établissements hospitaliers. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, on peut tout évaluer. Et je suis d'autant plus d'accord avec vous quand vous avez dit on doit tout évaluer. En revanche, je ne suis pas d'accord avec deux phrases qui ont été dites dans la vidéo qui prétendent qu'on attend l'égalité de qualité des soins pour tous.
Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que tout le monde sait qu'on est tout à fait inégaux face à la maladie. Et que ce que nous attendons, ce qu'attendent les patients, mot que je préfère aux usagers, c'est un soin approprié pour chacun, dans sa situation, et la maîtrise du risque de perte de chance. Donc, mes questions dans ce contexte, c'est comment évaluer le soin approprié et comment évaluer la maîtrise du risque de perte de chance. C'est un paradoxe, parce que l'évaluation, c'est normatif, et qu'il faudrait l'appliquer à 66 millions de cas particuliers. Dans les référentiels qu'on produit, autant quand on est dans la production d'une recommandation scientifique, on doit mettre l'état de l'art de manière idéale. Parce que si on ne part pas de l'état de l'art de manière idéale, on n'arrivera jamais à l'idéal. Bon. Mais ça, c'est dans une recommandation. Or, autant les recommandations s'imposent aux professionnels dans l'absolu, autant elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'autre propos, contextualisables. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer que si on n'a pas suivi cette règle optimale, l'état de l'art, c'est pour une raison particulière adaptée au patient. Et donc ça, c'est la réponse à votre interrogation. On ne peut pas, vous l'avez dit très bien, on ne peut pas avoir tout, partout, pour tout le monde. Donc il y a une analyse contextuelle à faire en fonction des ressources du terrain, en fonction des exigences du patient. Le patient, il peut très bien vouloir autre chose que ce que dit la recommandation. Il peut très bien ne pas vouloir prendre son médicament. C'est pas parce qu'il ne veut pas prendre son médicament qu'on ne va pas le soigner. Donc, ce qui est important, c'est de contextualiser l'ensemble des décisions qu'on a prises. Alors maintenant, il y a quand même une chose. Un médecin ou un établissement qui aurait la totalité de ces prises en charge qui sont, on va dire, hors les clous, avec chaque fois des justifications écrites, ça poserait quand même problème. Parce qu'on sait qu'on est globalement dans ce que je vous dis, une courbe de Gauss, que les patients globalement... donc ça ne peut pas être généralisé à tout le monde. En revanche, la préoccupation qu'on a, c'est d'avoir une prise en charge minimum. Et quand on est dans les exigences qu'on a, il y a l'optimum, il y a ce qui est faisable, et puis il y a le minimum en dessous duquel on ne doit pas, dans notre pays, on ne doit pas descendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans les niveaux de prise en charge. On sait bien qu'on n'aura pas tout partout pour tout le monde de la même manière pour tout un tas de raisons. Bon, dont acte. Bon, alors, c'était à propos d'évaluer, vous l'avez mis en relation, vous et des collègues qu'on a interviewés, avec évoluer. C'est-à-dire que ce n'est pas l'évaluation sur un cadre définitif et rigide, mais ça permet d'évoluer. Alors, ma demande est celle-ci. Il y a de nombreux sujets qui ont apparu dans le champ médical. Je me souviens des dispositifs d'annonce de la mauvaise nouvelle, de traitement de la douleur, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut contrôler une sorte d'inflation, au fond, des objets d'évaluation? Voilà, c'est ça ma demande. Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est l'un des reproches qui est fait à tous ces processus qu'on met en plus. Et ça, c'est l'une des gageures à laquelle on doit répondre pour que ce ne soit plus des processus en plus, mais que ce soit des processus intégrés à la pratique. Alors, la première remarque que vous disiez, évoluer, c'est changer. S'observer, c'est changer. Regarder comment on fait, c'est déjà le premier processus pour changer sa pratique. Rien n'est pire que de ne pas regarder ce qu'on fait. Donc, le fait de s'évaluer soi-même, ça contribue en soi au changement. Ça a été démontré par tout un tas d'études de docimologues, ça s'appelle comme ça, la science de l'évaluation, la docimologie, ça a été évalué. S'observer, c'est changer déjà, et on espère dans le bon sens. Bon. Pour revenir à votre question, c'est vrai que si je prends une équipe hospitalière, rajouter des protocoles les uns sur les autres, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'absence de numérisation des dossiers, ce qui implique de retour à des papiers, retour aux dossiers, ça
devient, à un moment, ça a un effet contraire, ça a un effet pervers. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du patient, on s'occupe de son protocole, on s'occupe des indicateurs, mais ça, c'est la responsabilité collective qu'on doit avoir au niveau à la fois des instances de régulation et des instances dirigeantes des établissements pour éviter que ça se produise. Mais c'est sûr que vous avez raison, c'est un risque. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça ne doit pas être considéré comme une chose en soi, ça doit être considéré comme une chose qui s'intègre dans l'exercice. Et tout le challenge qu'on a et qu'auront mes successeurs, c'est de faire en sorte que tous ces processus d'évaluation ou d'auto-évaluation puissent s'inscrire en routine dans la pratique quotidienne. Mais ça passe par des systèmes d'information. Ça passe obligatoirement par des systèmes d'information. Comment un médecin peut-il connaître les résultats ou le moyen de patients ou de patientes qui ont eu le dépistage pour le cancer du sein, ou combien ils ont eu de vaccinations contre la grippe, ou combien d'hémoglobines glyquées ont été faites, s'il n'a pas des indicateurs en routine qui apparaissent sur son ordinateur, ne serait-ce que pour lui, hein, pas pour le contrôle, mais pour lui, pour voir où il en est. On sait très bien tous qu'on a des sentiments subjectifs qui sont complètement faux quand on dit « Ah oui, on a l'impression d'avoir fait beaucoup de ceci ou beaucoup de cela », et quand on regarde la vérité, on s'aperçoit que sa pratique, elle n'était pas comme ça. Et donc ça passe obligatoirement par le développement des systèmes d'information en pratique courante qui permettra aux professionnels, quels qu'ils soient, d'avoir un retour sur leur pratique et une auto-évaluation de leur pratique. Bonjour. En fait, je vais rebondir sur la question précédente. J'aurais une question simple en fait pour vous qui est est-ce que d'après vous l'évaluation sert à réduire la complexité des pratiques ou au contraire elle la développe? Ce que je veux dire par là, c'est que si on voit l'évaluation, si on reprend la certification par exemple avec les formes de standardisation d'une certaine manière, ça permet de réduire la complexité puisque l'on a des cadres, des indicateurs. Mais est-ce que ça ne déplace pas aussi la complexité puisque du coup on multiplie les indicateurs pour gérer sa pratique, et cela est d'autant plus compliqué face à souvent un manque de moyens et ce qui place le personnel ou le personnel des établissements dans des formes d'injonctions un peu contradictoires. Voilà, donc est-ce que ce ne sont pas à double tranchant ces évaluations? Est-ce qu'elles aident à comprendre le réel, mais est-ce qu'aussi elles ne le rendent pas plus compliqué? Merci, c'est comme l'impôt, un indicateur tue l'indicateur. Hein. S'il y a trop d'indicateurs... Alors, ce qu'il faut arriver de la part des autorités, en l'occurrence, c'est l'HAS, l'autorité responsable, c'est savoir supprimer les indicateurs. C'est-à-dire quand un indicateur a fait la preuve de son utilité et qu'on s'aperçoit que l'immense majorité des établissements sont arrivés à la norme, supprimer l'indicateur de manière à ce qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais là où vous l'avez dit, à partir du moment où on est obligé de faire du recueil d'indicateurs à la main et qu'on prend du temps, alors là, il faut avoir une gestion très parcimonieuse du temps. Le temps des soignants, c'est pour s'occuper des patients. Ce n'est pas pour remplir des papiers. Ça, on en est conscient. Mais là, encore une fois, ce qu'il faut, c'est développer les systèmes d'information. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, on supprime l'indicateur. Ce qui arrive. Là, si je prends un exemple concret, on a développé des indicateurs sur la prise en charge de l'infarctus à l'HAS, donc dans les services de cardiologie. On s'aperçoit que sur un indicateur, en gros, 70% des établissements sont à près de 90% de satisfaction de l'indicateur. Eh ben, on l'a supprimé pour eux. On a dit, bon, c'est fini. En revanche, il y a 30% des établissements qui sont très loin de là, très 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 loin de là, avec des écarts extrêmement préoccupants. Eh ben, on l'a maintenu pour eux, parce qu'on espère que ça va avoir une vertu pédagogique. On espère que ça va avoir une vertu pédagogique. Bon, après, ça restera à démontrer. Mais si on ne fait rien, on est sûr qu'il ne se passera rien. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut être parcimonieux avec les indicateurs et pas les multiplier. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance quand on voit, quand on les multiplie. Mais les professionnels ont eux-mêmes la responsabilité. Encore une fois, avec les indicateurs d'insuffisance cardiaque, de l'infarctus, quand on a établi les listes d'indicateurs, on l'a fait avec le Conseil national professionnel de cardio. C'est eux qui nous ont donné les indicateurs. C'est eux, ils ont discuté pied à pied la liste. Il y en avait une vingtaine. Et quand on a publié la liste, on a eu des hurlements de la part des confrères des établissements, des services des établissements hospitaliers, en disant mais c'est infaisable. Et on leur a répondu mais c'est vous qui l'avez demandé. Elle a dit non, c'est pas nous. Enfin, je dis c'est vos représentants qui l'ont demandé. Vous voyez ?
Donc il y a une espèce donc il faut être extrêmement raisonnable et trouver des indicateurs pertinents qui aient réellement une signification en termes de qualité de prise en charge. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question, parce que vous avez parlé beaucoup de soins, mais je vais parler plutôt de la dépendance. Vous savez, les grilles de dépendance, l'AGIR et puis le GEVA, je pense que vous connaissez. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elles sont assez personnalisées, puisqu'il faut rentrer dans des cases? C'est-à-dire, on évalue la dépendance par rapport à la toilette, l'habillage, et tout le monde doit rentrer dans ces cases-là. Est-ce que c'est assez... Est-ce qu'il ne faut pas les changer? Est-ce qu'il ne faut pas remodifier ces grilles? Pour répondre à cette question sur la grille Agir, que je connais personnellement pour l'avoir utilisée pour mes parents et beaux-parents, c'est pas une utilité d'évaluation au sens d'évaluation des pratiques, c'est une évaluation au sens d'évaluation du patient pour savoir dans quelle case on le met, notamment pour le financement et la prise en charge. Donc elle semble répondre aux besoins qu'elle a, donc je vais pas la discuter. En revanche, dans le même ordre d'idée, il y a des questionnaires qui sont totalement insuffisants, c'est ceux d'appréciation de l'état de santé du patient, qui sont, quand on est dans les études sur le ressenti du patient, qui sont des questionnaires, il y en a un certain nombre de questionnaires européens qui sont faits, et qui, eux, sont complètement insuffisants et qui explorent très mal toutes les dimensions, effectivement, du vécu des patients. Et ça, il y a un travail à faire, mais c'est un travail académique à faire de la part d'universitaires pour les mettre à jour. Mais ça, de ce côté-là, quand on évalue les médicaments, puisque je vous ai dit que j'étais aussi partie de mission sur évaluer les médicaments de l'aspect médico-économique, on voit que ces questionnaires sont totalement insuffisants parce qu'on voit qu'il n'y a pas de différence avant, après, etc., ce qui est totalement contre-intuitif. Donc il y a effectivement un problème sur ce type de questionnaire, de qualité de vie des patients. J'aimerais juste signaler un point. Comme sur les médicaments. Les médicaments, d'une part, ça soigne, mais d'une autre part, ça peut aussi causer des choses qui ne sont pas bonnes. Est-ce que peut-on en fait soigner les patients autrement, à part les médicaments, sans médicaments? Merci Si d'avance. je peux juste compléter, c'est la question... Enfin, ça me fait penser, j'ai envie de prolonger un peu la question, c'est la question du pluralisme scientifique, c'est-à-dire qu'on sait que dans l'evidence-based medicine, notamment, qui prétend apporter des solutions à des problèmes d'une façon assez... voilà, en pensant qu'il n'y en a qu'une seule, comment on fait vivre ce pluralisme scientifique? On sait que les scientifiques ne sont pas tous d'accord, sur Alzheimer par exemple, sur la cause d'Alzheimer, sur le traitement. Voilà. Donc, comment, dans une évaluation, il est possible dans un référentiel d'évaluation, on peut le faire vivre en fonction des désaccords? Oui. Sur les médicaments, bien sûr, on a travaillé sur les alternatives au traitement médicamenteux. Il y a même une recommandation qui a été faite par une parente de Paul Loup, sur les alternatives au traitement médicamenteux. Et il y a des solutions qui sont recommandées dans un certain nombre de pathologies, mais dans des pathologies précises, pas dans n'importe quoi. On ne soigne pas le cancer sans médicaments. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Mais il y a des alternatives pour un certain nombre de pathologies où on peut ne pas prescrire de médicaments, surtout si le patient n'en veut pas. Pour répondre à votre question, Paul Loup, il y a une autre manière d'aborder les choses. Bon, on fait des études scientifiques pour montrer s'il y a un effet ou non avec des indicateurs qui sont soit des indicateurs biologiques, soit des indicateurs cliniques, soit des indicateurs de qualité de vie, puis on mesure avant-après. C'est relativement assez simple au point de vue méthodologique. Bon. Très souvent, les études ne sont pas démonstratives sur un certain nombre de sujets. On ne sait pas trop à bien avant ou après. Donc, la chose qui est importante, quand on est dans un... Tout dépend du domaine dans lequel on est. Quand on est dans un domaine qui n'est pas vital, je veux dire ce que je vous dis sur le cancer, quand on est dans un domaine qui est fonctionnel, et pourtant, Dieu sait si ça peut être douloureux, comme les lombalgies par exemple, quand on est dans ces domaines où il y a des thérapies non conventionnelles,
qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Ostéopathie, un certain nombre d'entre elles. Si vous lisez les revues scientifiques, il n'y a aucune preuve de l'efficacité. Pourtant, il y a des dizaines de milliers de gens qui y vont. Et puis, il y a énormément de gens qui ont des lombalgies. Et bien, la conclusion de l'INSERM, ce n'est pas la mienne, c'est la conclusion de l'INSERM, c'est que même si on n'a pas de preuve scientifique que c'est efficace, il y a le poids social de la lombalgie est tel que tous ceux qui sont satisfaits par ça, autant qu'ils l'utilisent, puisque de toute façon, ce n'est pas dangereux, à condition que ce ne soit pas dangereux. Hein, le deuxième principe éthique fondamental, c'est non-malfaisance. Premier principe, c'est qu'il faut que ça serve, bienfaisance. Deuxième principe, il ne faut pas que ce soit dangereux, non-malfaisance. Troisième principe, respect de l'autonomie du patient, ce qui est absolument important, et qu'il soit décidé, éclairé, qu'on ne lui cache rien, et qu'il décide. Et le quatrième principe, pour nous, c'est la justice sociale. C'est la grille qui est utilisée à l'HAS pour essayer d'analyser toutes les situations et de les passer, quel que soit le registre. Et essayer, ça marche très bien. Je l'utilise, même avec les nouvelles technologies, ça marche très bien. Sur les objets connectés, etc. Passer à cette grille-là, d'abord, ça sert à quelque chose. Ça n'apporte pas plus de mal qu'avant. Tout le monde la vie privée est réservée. Et puis, est-ce qu'on n'accroît pas les inégalités? Je vous assure que c'est un très bon filtre pour essayer de faire le tri. Alors, merci. Oui, du coup, je voulais vous poser une question. Oui, Frédéric Spignarnet, du coup, je suis l'intervenant qui suit. Première question toute simple. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'évaluation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qui évalue les évaluateurs? Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. La Haute Autorité de Santé est elle-même accréditée. Il y a un organisme international qui est venu, l'ISQUA, qui est venu passer au filtre un certain nombre de nos procédures d'un point de vue scientifique. Bon. À côté de ça, on est évalué chez nous, enfin la HAS, régulièrement par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et par la Cour des Comptes. Bon. Là où ça pêche peut-être, pour dire les choses profondément, c'est notre contrôle interne. On n'a peut-être pas assez d'auto-évaluation en interne, alors qu'on le recommande chez tout le monde. Mais le contrôle externe, pour ce qui concerne la HAS, on l'a par un certain nombre de méthodes. Mais c'est indispensable, vous avez raison, c'est indispensable. Et qu'est-ce qu'il y avait avant l'évaluation, du coup? Eh bien, on était dans l'ignorance, on était dans l'opinion, on était dans la rumeur, on était dans l'affirmation. Moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, pourtant, je n'ai pas l'impression d'être si vieux que ça, au lit de malade, le patron disait « il faut faire comme ça parce que je sais qu'il faut faire comme ça et c'est toujours comme ça que j'ai fait ». Il n'y avait pas de comparaison. Pourtant, bon, j'ai fait mes études dans les années 68, ouais, c'est ça, 67 à 75, quoi, en gros. Et c'était comme ça à l'époque. Les études sont arrivées, l'évidence de la médecine, c'est les années 80. Bon, donc l'évaluation, elle a été mise en place progressivement et c'est quelque chose d'assez récent à ce sens-là. Ce qui m'intrigue pas mal, c'est que ce qui a l'air de servir de référencement à l'évaluation, c'est l'état de l'art qui est... Enfin, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est pas reposer la responsabilité d'une évaluation éthique sur d'autres personnes que justement d'invoquer l'état de l'art systématiquement pour fonder justement le bien fondé d'une évaluation. Voilà. Est-ce qu'on porte pas trop l'attention sur évaluer ce qui risque de ne pas aller? Et là, je viens de finir un bouquin sur les soins infirmiers par les forces. Est-ce qu'on peut aussi évaluer ce qui fonctionne et évaluer ce qui reste de vivant ou ce qui est positif, pas uniquement ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pose problème? Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose à laquelle je pense... Pardon? Les soins infirmiers par les forces, ça vient du Québec. Les forces. Les forces des individus. L'énergie, la vie. Voilà. Donc c'est le premier point parce que en fait, moi je travaille en gérontologie
et on donne les moyens aux établissements en fonction des besoins en soins des personnes accueillies. Ce qui risque parfois, quand vous accueillez de plus en plus de gens lourdement handicapés, d'avoir de plus en plus de moyens. Mais si vous mettez en œuvre des pratiques, par exemple non médicamenteuses, qui améliorent peut-être l'autonomie des personnes, vous risquez de perdre des moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on évalue des sujets qui peuvent se retourner contre la structure. Voilà, et puis la deuxième chose que j'avais... Oui, c'était tout. C'est sur la communication de l'évaluation, comment on fait pour savoir et comment on fait pour connaître l'évaluation quand on n'est pas un professionnel et qu'on est un kidam. Je veux dire, c'est que on fait une évaluation par rapport à des référentiels scientifiques, là en l'occurrence, et par rapport à entre guillemets des normes techniques. Dans ce cas-là, il y a quand même dans l'évaluation des processus qui sont de l'ordre éthique. Alors, ça dépend des domaines de l'évaluation. Si on est dans la certification des établissements hospitaliers, la qualité de la prise en charge, le rapport aux patients, la qualité de vie des soignants au travail, il y a énormément de domaines dans lesquels tout l'aspect humain est pris en compte. Ce n'est pas uniquement la stérilisation ou la distribution du médicament. Ces aspects-là sont pris en compte. Suffisamment, non. Non, je l'ai dit et je le redis. Non. Les questionnaires et l'évaluation de qualité de vie, c'est tout à fait insuffisant. On a mis en place un nouvel indicateur sur la satisfaction des patients à la sortie d'un établissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un questionnaire qui est assez lourd. La Fédération hospitalière privée de France, donc des cliniques, a un questionnaire aussi qu'elle met en place. Et elle, c'est très simple, elle a une seule question à la sortie, c'est « Est-ce que vous recommanderiez cet établissement à vos proches ?» Bon, on va s'amuser à comparer les deux pour voir si c'est pertinent ou pas, parce qu'ils participent par ailleurs aussi à ISATIS. Donc on pourra voir. Vous voyez, les approches sont... Mais c'est vrai que ces aspects éthiques sont d'autant plus préoccupants qu'on va aller vers, une nécessité de gérer au mieux les ressources. Avec l'innovation, le prix des médicaments, on ne peut pas tout donner à tout le monde. Donc les problèmes éthiques vont se poser. Et il faut les aborder. Quant à madame, évaluer ce qui va bien, ben si, hein, il y a plein d'établissements qui ont A en certification. A, c'est quand tout est bien et on le publie. Donc c'est connu qu'ils sont en A. Et vous pouvez le trouver sur un site public, je vous l'ai dit tout à l'heure, Scope Santé, et vous verrez les établissements en A. Et il y en a quand même un certain nombre. Alors, les CHU sont rarement en A, je ne sais même pas s'il y en a un seul en A, mais pour une raison conceptuelle, au principe de conception de l'accréditation, c'est qu'ils ont tellement de types de structures en leur sein, et que comme c'est une note globale, il y a toujours un petit truc quelque part qui empêche d'avoir le A. Et ça va être pareil après avec les GHT, parce que quand on va être dans les GHT, ça va être pareil, comme c'est multiplié. Donc c'est vrai que le système de cotation actuel bénéficie plutôt aux structures qui ont une activité plus concentrée, mais il y a quand même de beaux établissements qui sont classés en A, et on les publie, vous y avez accès, et le public peut aller voir. Alors c'est vrai que le site, il est pas très facile, mais enfin, c'est public. Bon, on va s'arrêter là pour la première session. Si vous avez des questions, peut-être que c'est directement lié à ce qui vient d'être dit, mais ça peut être une conclusion. Voilà. En grande partie. Oui, j'avais envie de réagir sur un certain nombre de points. Le premier, c'est sur la certitude scientifique. C'est que moi, quand on me dit c'est sûr parce que c'est scientifique, je commence à me poser des questions. Parce que on sait bien que la science évolue, et puis on sait aussi qu'elle est influencée par des tas de facteurs qui sont pas du tout objectifs. Quand on reprend par exemple, parce qu'on commence à le savoir, que par exemple toutes les études qui ont été faites sur les risques liés au cholestérol il y a 40 ans, on sait bien qu'elles ont été très influencées par l'industrie pharmaceutique. Il y a quand même un certain nombre de problèmes là-dessus. Je m'inscris en cours. Enfin, le risque du cholestérol est un risque avéré. Certain. Oui, il est avéré, mais la manière dont ça s'est fait, etc., il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a
des gens qui font des études. Oui, On oui. va pas leur reprocher de faire des études. Non, non, mais bien Si la sûr. puissance publique était capable de faire les études, on n'aurait pas de problème. Si, il y aura justement encore beaucoup plus de problèmes. C'est là qu'on commence à... Le problème, c'est qu'il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Parce qu'effectivement, on sait bien quand même que l'industrie pharmaceutique a poussé un certain nombre de choses et que les conflits d'intérêts, on commence à les débusquer, mais pendant longtemps, on les a gentiment laissés sous le tapis. On commence à en parler maintenant, mais c'est vrai qu'effectivement, une grande partie des données dites scientifiques ont quand même été plus ou moins biaisées par un certain nombre d'intérêts. On le sait bien. Et on sait bien que l'intérêt qu'on a à avoir des résultats, on sait bien aussi que ça biaise les résultats, puisque une des bases des études en double aveugle, c'est justement pour éviter qu'on influence les résultats. Alors, le problème, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à éviter un certain nombre de résultats. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, quand il s'agit d'être avec les patients, avec les malades, c'est un peu plus compliqué. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, aux États-Unis, on leur demande est-ce qu'on a bien informé les patients sur tous les risques qu'ils encouraient, ce qu'on commence à faire aussi en France. On n'a jamais fait d'études pour savoir ce qu'en pensaient les patients. Faites une petite enquête autour des patients sur qu'est-ce que vous pensez de cette question, ils vous diront ça m'inquiète plutôt qu'autre chose. Au bout du compte, on génère un certain stress chez les patients en multipliant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les informer, mais comment est-ce qu'il faut le faire? Et je pense qu'il faut être toujours dans la question de est-ce que je vais justement ne pas introduire d'éléments contradictoires ou d'éléments pervers qui vont aggraver les choses au lieu de les améliorer. Alors, juste anecdotiquement, quand vous avez parlé de l'excellence du contrôle des voitures, avec tout ce qu'on a su sur les diesels récemment, on peut se dire que là aussi, qu'est-ce que les évaluateurs des voitures ont fait pour s'apercevoir ou ne pas s'apercevoir que les diesels étaient beaucoup plus dangereux. Alors, tout ça pour conclure que je suis un grand partisan de l'évaluation. J'ai probablement été un de ceux qui ont introduit la notion d'évaluation dans le champ de la santé publique en France il y a à peu près 40 ans. Mais je pense que aussi il faut garder en permanence l'idée que ça peut être, comme tout, ça peut être la meilleure et la pire des choses, et qu'il faut faire très attention à ce que ça reste la meilleure des choses et que ça ne devienne pas la pire des choses. Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises, on fait référence à l'état de l'art. L'état de l'art, il est en la situation et en l'état actuel des connaissances. C'est vrai que ça va changer les connaissances, mais tant qu'on ne les a pas, bon, c'est vrai que ça va changer et que le concept d'aujourd'hui peut être différent demain. C'est vrai, mais ça, c'est inhérent à l'humanité. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de... l'évolution de la science. Oui, à l'évolution de la science. Bon, la véracité des études, l'influence de l'industrie, on en a beaucoup parlé, mais je veux dire, quand on est dans les processus d'évaluation dont on parle là, qui sont orientés sur les pratiques professionnelles, sur les qualités de prise en charge, c'est pas très impacté par ça, parce qu'on va pas vérifier si tel ou tel produit a été prescrit. On vérifie des stratégies de prise en charge. Là, on est à un degré où ça impacte moins. C'est très important, mais on est peut-être à un degré où ça impacte moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je suis surpris par la mode. On parle de l'industrie pharmaceutique, etc. Mais je suis surpris auprès de mes confrères de la mode. On voit des modes de prescription. Il y a des choses à la mode, même parfois indépendamment du poids de l'industrie. On est dans l'opinion à ce moment-là. On n'est pas dans la connaissance. Oui, il faut être vigilant, mais puis il faut évoluer. Je veux dire, il n'y a pas de parole sacrée. On n'est pas dans le dogme, on n'est pas dans la parole révélée. On est dans l'évolution permanente. Et l'objectif de l'évaluation, c'est d'essayer de s'améliorer. Donc, ça va changer. C'est ça. Bon, on va vraiment s'arrêter là. Si vous avez des questions, gardez-les pour la suite. Merci beaucoup, Jean-François Thébault, et merci beaucoup pour ces échanges.
Et maintenant, Sébastien va lancer la deuxième vidéo et ensuite on aura la seconde intervention.